Cette vidéo ne parlera pas du Grand Prix de Saint-Marin 1982. Ceux qui savent, savent. Une salmonellose à tous ceux qui me commenteront « Oui, Mimola 1982 !» C'est bon, je sais. Laissez-moi vous parler de cette saison sans devoir parler du classique Imola Zolder Montréal au Hockenheim. Merci. Ces dernières semaines, à cause de décisions calamiteuses de la part du corps organisateur responsable de la Formule 1, j'ai beaucoup vu passer cette photo sur ma TL. Oui, je suis encore sur Twitter. Aidez-moi. Généralement, c'était avec un message du style « Besoin que la grille 2025 fasse ça » ou « Prends inspiration, George !» Ça m'est même arrivé de voir cette fameuse photo avec les têtes des pilotes actuels photoshopées sur celles de ceux qui figuraient à la base dessus. Cette photo a été prise en janvier 1982 à Johannesburg, plus précisément à l'hôtel Sunnyside. Au premier plan, on y voit Niki Lauda et Riccardo Patrese allongés sur un matelas posé à même le sol et regardant la caméra d'un air assez satisfait d'eux-mêmes. Les gars au second plan sont plus difficiles à distinguer, mais à vue d'œil, je vous aurais dit Gilles Villeneuve, Alain Prost et Bruno Giacomelli. Bon, en vrai, pas sûr pour Villeneuve, mais les deux autres me semblent bons. Le reste de l'assemblée est impossible à distinguer à cause de la pénombre dans laquelle l'image a été prise, ainsi que de la qualité de grain d'une photo prise au début des années 1980. Mais alors, me demanderez-vous, pourquoi cette photo en particulier circulait autant? Et quel est le rapport avec peu importe quelle connerie Mohamed Ben Sulayem nous avait cuisiné cette fois-là? Eh bien, c'est parce que cette photo est le symbole d'un des événements les plus singuliers de l'histoire de la Formule 1, la grève des pilotes de début 1982. Et oui, il n'y a pas que les profs, les cheminots, les infirmiers, les médecins, les routiers ou encore ma mère qui font grève. Il y a aussi les pilotes de Formule 1. Et si ça vous semble invraisemblable, ne vous y détrompez pas, ça l'était déjà un peu à l'époque. Allez, venez, je vais vous expliquer tout ça. Et vous montrer plus de photos marrantes encore de ce qui est peut-être la soirée pyjama la plus connue de l'histoire. Bienvenue dans Formula One, votre émission qui parle des trucs marquants de la Formule 1, et parfois des trucs plus bidons. Nous sommes début 1982, à l'aube d'une nouvelle saison de Formule 1, et d'une époque qui semble bien bizarre par rapport à aujourd'hui. Et ce a commencé par sa répartition en nationalités sur la grille, mais aussi par son calendrier. Ici, pas de Hongrie, pas d'Autriche et pas de Chine, mais l'Afrique du Sud, la Suisse, qui en fait est à Dijon, ou encore mon circuit promis favori sans ironie, le parking du Caesars Palace à Las Vegas. Non, pas le Grand Prix de Las Vegas, le parking d'un casino de Las Vegas. Ah bah dommage qu'ils aient changé, hein. J'aurais adoré devoir célébrer la victoire de George Russell sur un parking, je vous jure. En termes d'écurie et de pilote, voilà où nous en sommes. Nelson Piquet est champion en titre pilote, Williams double champion constructeur. Niki Lauda vient de quitter sa retraite pour aller épauler McLaren dans un projet de reconstruction. Renault, eux, ont reconduit leurs deux pilotes, qui ne peuvent pourtant plus piffrer, et espèrent beaucoup du fameux turbo que beaucoup d'écuries s'arrachent alors, malgré son caractère par moments volatile. Keke Rosberg vient de rejoindre Williams, John Watson reste à McLaren, Ferrari change de châssis parce que celui de 1981 était vraiment immonde à ce point, et enfin, les autres écuries existent. Niveau régulation, c'est un peu le bordel, et on n'est pas là pour parler suspension aérodynamique. Sachez simplement qu'il y a eu de nombreuses entourloupes la saison d'avant et que les écuries adorent pratiquer ce que nos amis anglophones appellent le fuck around and find out, ou fais le con et vois ce qu'il t'arrive en français. Cette fois, c'est l'écurie Williams qui lance une nouvelle trend. Tricher avec un vrai faux réservoir d'eau pour manipuler le poids de la voiture pendant la course. Le responsable de la FISA, Gabriele Cadringer, compte dès que possible traîner devant un jury les écuries anglaises, parce que oui, Brabham et Arrows ont eux aussi trouvé l'idée champ max, et parce que tricher, c'est pas bien. Enfin, niveau organisme de régulation de la Formule 1, oui, on doit parler de ça, la FISA, Fédération Internationale du Sport Automobile, un sous-comité de la FIA actuelle, et la FOCA, l'Association des Constructeurs de Formule 1, se foutent encore sur la gueule, et ce depuis les années 70. Leur dispute est une longue et sordide histoire remplie de débats pour lesquels on n'a pas le temps, mais sachez qu'en fond, les responsables des deux se font la guerre, et souvent ce sont les écuries et les pilotes qui trinquent. Sujets principaux ? Les régulations techniques, que la FOCA voit souvent comme à son détriment, et le sujet sensible des retombées commerciales de la Formule 1, à une époque où la télé est en pleine démocratisation. Des sujets qui sont intéressants, mais pas pour une vidéo un peu concon la boulette où je dois vous expliquer le contexte de photos comme celle-ci. À l'époque, le président de la FISA est le français Jean-Marie Balestre, que personnellement je connais pour un extrait d'émission télé lunaire où il traite un pilote de tous les noms en direct et qui ne s'est clairement pas fait que des amis. De l'autre côté du ring, le président de la FOCA et propriétaire de l'écurie Brabham
Bernie Ecclestone. Donc le Bernie, comme il a été surnommé, a fait beaucoup trop de trucs dans sa vie pour pouvoir le résumer correctement ici. Mais sachez qu'il est borné, qu'il aime beaucoup le fric, et qu'il est prêt à défendre ses intérêts. Et les deux organismes vont pourtant réussir à se trouver un ennemi commun, les pilotes. Fin janvier 1982, le cirque de la F1 arrive sur le circuit de Kyalami pour le premier round d'une nouvelle saison, le Grand Prix d'Afrique du Sud. Toutefois, ce qui attend les pilotes là-bas, ça n'est pas que leur voiture, c'est aussi un accord qu'on leur demande de signer au sujet de leur super licence. Pendant l'intersaison, nos amis de la FISA et de la FOCA se sont en effet rendus compte d'un problème, et c'est que les contrats pilotes en Formule 1 étaient quand même vachement friables, et que ça les faisait un peu chier. Le problème a surtout été illustré par le départ d'Alain Prost de McLaren pour Renault en 1980, alors qu'il était rattaché par son contrat à l'écurie de Woking. La FOCA a donc gentiment demandé à la FISA de revoir la législation autour des super licences, la sorte de permis qui autorise un pilote à concourir en Formule 1. Sauf que souci, ils ont légèrement oublié de consulter les pilotes au sujet de ces changements de régulation. Et voilà qu'en ce mercredi 20 janvier, ils se retrouvent à devoir signer un papier. Heureusement pour eux, la majorité des pilotes décident que lire les conditions générales de vente, c'est pour les cagneux, et signent donc l'accord sans réfléchir. Problème pour les organismes, 7 des pilotes ne sont pas aussi stupides, et se rendent compte qu'il y a un sacré souci dans cet accord, à commencer par Niki Lauda, qui dès son retour en Formule 1 a déjà une belle raison de râler. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, 2 articles en particulier sont tout de suite dénoncés par le GPDA. Oui, je sais, il y a beaucoup d'initiales, promis on y revient après. Et ce sont les articles 1 et 5. L'article 1 stipule que le pilote doit préciser la durée de son contrat avec l'écurie, ne serait-ce que pour obtenir sa super licence, et que ce contrat n'est renouvelable qu'une année à la fois. Ce qui fait donc que le pilote ne pourra négocier qu'avec sa propre écurie, et aucune autre. L'article 5, lui, demande au pilote de s'engager à un truc ultra nébuleux. Ne pas faire de tort aux intérêts matériels et moraux du championnat du monde. Bref, si la FISA décide de les punir, ils ne pourront pas le contester. Très bon plan, Monique. Ah oui, le GPDA, on va y revenir. Le Grand Prix Drivers Association. On n'a pas non plus le temps de faire l'histoire de cette association, mais grosso modo, elle existe depuis les années 1970 et a pour but de protéger les intérêts des pilotes à une époque où la sécurité est une assez lointaine priorité des organisateurs comme des diffuseurs. Entre autres, on doit sa création à Sir Jackie Stewart, triple champion du monde et premier grand avocat de la sécurité en Formule 1. En 1982, le GPDA est présidé par le pilote Ferrari Didier Pironi. Pironi fait partie des 7 à ne pas avoir ratifié l'accord, groupe qu'il constitue avec son coéquipier Gilles Villeneuve, les Français Jacques Laffite et René Arnoux, les Italiens Andrea De Cesaris et Bruno Giacomelli, et enfin, la légende lui-même, Niki Lauda. Pironi et ce dernier se font chef de file, avec Lauda soulevant les troupes, tandis que son compère se charge des négociations avec Balestre et Ecclestone. Il rallie assez rapidement tous les pilotes à la cause de rejeter cet accord bien stupide, et le GPDA menace ainsi vite de faire grève pour la course toute proche s'il n'obtient pas gain de cause. C'est donc comme ça qu'on se retrouve, le mercredi 20 janvier, avec Pironi devant la commission F1 de la FISA pour présenter les revendications de la grille. Ecclestone et les représentants constructeurs de la FOCA rejettent immédiatement leurs demandes. Balestre se fait un plaisir d'emboîter le pas. Est-ce que Pironi répond à ça? Nous ne prendrons pas le volant avant qu'une solution acceptable ne soit trouvée. Avant de continuer, vu que je vais devoir pas mal parler de ces deux-là dans le contexte de cette vidéo, je vais prendre le temps de rapidement vous présenter les 2 instigateurs principaux de la grève de 82. Le premier, et souvent le seul crédité, est Niki Lauda. Ça paraît un peu inutile de vous présenter Lauda, qui est entre autres triple champion du monde, le pilote autrichien le plus connu de l'histoire, un des protagonistes du film Rush, et le mec qui a survécu à un crash qui aurait pu le brûler vivant au Nürburgring en 1976. Mais soit, parlons un petit peu de Niki Lauda en 82. À l'époque, il a déjà un petit statut de pilote de légende, ou au moins de grand nom de la Formule 1. 2 titres, un vice-championnat du monde, et son retour aussi improbable qu'héroïque en 1976 ont aidé sa réputation. Il a un caractère d'acier trempé, bien évidemment, et ce caractère ainsi que son passif en ont fait le défenseur de la condition des pilotes ainsi que de leur sécurité. Et franchement, si vous êtes pilote et que Niki fucking Lauda vous dit « la piste est trop dangereuse », vous écoutez, parce qu'il a forcément raison sur ce plan. Le second, c'est Didier Pironi, et vous parler de Pironi, c'est compliqué, on va dire. Personne ne semble trop s'accorder sur qui il était de son vivant. Et selon qui vous lisez, ou écoutez, et surtout quand, vous n'allez pas avoir pareil. L'histoire a eu tendance à l'effacer et ne retenir que son rôle dans la saison 82, et qui plus est la partie négative.
La faute a une série de facteurs qui sont quasiment tous postérieurs aux événements de Kiami 82, et dont je n'ai donc pas spécialement envie de parler ici. Moi, je me suis un peu fait l'avocat du diable, donc laissez-moi vous parler de lui sans mentionner tout ça. Ce que je peux vous dire pour lui, pour sûr, c'est qu'en début 82, Didier est déjà un avocat de la sécurité des pilotes en F1. Il raconte, au micro de je ne sais quelle émission, que ce qui a motivé cela, c'est un incident qu'il a eu dans une formule inférieure. Ce jour-là, après une défaillance mécanique sur sa bécane, il a perdu le contrôle de ses roues et semblait foncer tout de suite dans un mur non protégé. Il s'est alors dit que c'était fini pour lui, cette fois. Heureusement pour Didier, qui n'avait même pas 27 ans à l'époque, il a juste foncé dans un mur de pneus au-dessus duquel figurait un panneau, et s'est étonné de rouvrir les yeux entourés de pneus et de morceaux de bois. Ce statut de syndicaliste de la sécurité est assez ironique quand vous savez qu'en 1981, son coéquipier Gilles et lui étaient deux gosses intenables qui semblaient partager un seul neurone. Neurone qui voulait faire le con en bagnole. Mais pour le coup, ça m'a l'air assez authentique. N'allez pas croire que Didier a chopé son rôle de président du GPDA au pif, ou parce que personne ne voulait le faire. C'est parce qu'il avait le caractère pour, et que contrairement à beaucoup de pilotes, le côté politique ne l'agaçait pas au plus haut point. En effet, étant issu d'une bonne famille, mais aussi pourvu d'un tempérament pour la compétition, Didier a un peu tout de l'homme politique parfait. Et je dis ça de façon positive. Il est réfléchi, calme et parle d'une façon très articulée. Mais il a également une poker face naturelle qui ne laisse pas trop entrevoir ce qu'il pense là vraiment la moitié du temps. Et c'est ce tempérament qui lui vaut d'être le négociateur au nom des pilotes en ce week-end de janvier 82, ainsi que la présidence du GPDA. Un tempérament qui va vraiment s'avérer utile, en l'occurrence. Jeudi matin. Afin de pouvoir résister à la pression que les gros poissons veulent exercer sur eux, les pilotes affrètent un car pour aller à Johannesburg, à 30 km de Kyalami. L'élan de solidarité est tel que sur les 30 pilotes titulaires, seul un manque à l'appel, l'allemand Jochen Mass, qui n'a pas pu être contacté. Le groupe est mené par Lauda, Pironi, Villeneuve et Lafitte. Ah bon, on peut toujours compter sur les Français pour faire la grève, ça c'est sûr. Tous les pilotes s'enferment dans une salle de l'hôtel Sunnyside de Johannesburg. Tous? Non. Eh bien oui, il faut bien que quelqu'un ait négocié, et c'est encore Didier Pironi qui s'y colle. Vous pourriez penser que c'est une vidéo sur lui à ce stade, mais je vous promets que non, c'était vraiment juste LE mec qui pouvait se tartiner le côté politique de la F1. Bref, Didier est reparti négocier à Kyalami avec Balestre et Colstone, tout en essayant de mettre ses congénères à l'abri de la pression de la FISA et de la FOCA, ce qui ne l'empêchera quand même pas de figurer sur quelques photos bizarroïdes hors de contexte. Mais donc, si lui est reparti, que font les autres? Eh bien, ils font tout sauf la course automobile, pardi. Ils font comme vous et moi si nous étions en vacances à l'hôtel. Ils le font à la piscine, ils font un tennis torse-poil, ils font des dos d'honneur à l'appareil, ça boit des verres, ça se mélange avec les autres clients de l'hôtel, ça profite de la vie, quoi. Oui, c'est tout aussi absurde que vous le pensez. À la fin de la journée, Pironi revient avec 0 accord, et la FISA a décidé de bannir à vie les 30 grévistes. Et seuls ceux qui se pointeront le lendemain entre 8h et 9h à la préfecture pourront récupérer leur passeport. Les directeurs d'écurie font pression sur les pilotes. Ecclestone vire ses deux pilotes, Nelson Piquet et Riccardo Patrese, sur le champ. Il lâche aussi le nom d'un potentiel coupable à tout ce merdier, Mark H. Cormack, puissant agent des sportifs, qui l'accuse de manipuler Pironi et Prost, récemment devenus ses clients, afin de pousser les pilotes à la révolte. Non Bernie, je crois que contrat ou pas, Didier met juste vraiment pas l'article 1. Les pilotes vont-ils céder face à cette pression? Non! Les pilotes décident donc de passer la nuit à l'hôtel à la place, tous barricadés dans la même pièce afin de rester ensemble et garder le moral. L'ambiance, elle est incroyable. La pièce où ils sont disposant d'un piano, Elio De Angelis et Gilles Villeneuve s'y relaient afin de faire autoradio. La légende, qui en fait est Keke Rosberg en 1992, raconte même que, quand Pironi se ramenait avec les nouvelles du front, Villeneuve l'introduisait systématiquement avec le début de la 5e symphonie de Beethoven au piano. Oui, c'est exactement ce que vous pensez. Rebonjour tout le monde. Toujours pas d'accord. Hosted Carles. Mais il n'y a pas que la musique dans la vie. Niki Lauda fait un one-man show dont les sujets nous éludent malheureusement. Bruno Giacomelli, lui, invente la soirée PowerPoint entre amis avant l'heure et fait un topo improvisé sur les armes à feu. Et comme mon pote Antoine a notre premier cours de latin en première année de master, il leur apprend aussi à faire une bombe artisanale. Sait-on jamais. Tout le monde dort sur des matelas à même le sol, à raison de 2 hommes par matelas,
et un journaliste bien chanceux a l'opportunité improbable de prendre en photo les pilotes comme moi et les copines quand on était au collège. Truc de dingue. Autre truc de dingue. En pleine nuit, avec l'aide de 2 policiers, le principal de l'écurie Arrows, Jackie Oliver, tente d'enfoncer la porte. Les pilotes répliquent en faisant barricade avec les meubles de la pièce, dont le piano. Le moral tient bon, à l'exception d'un seul pilote qui s'éclipse au petit matin. Le vendredi matin, l'unité tient encore. Comme les négociations n'ont pas abouti la veille, elles continuent le lendemain. À 6h du matin, Pironi repart à Kyalami continuer à discuter avec Balestre et Ecclestone. Les écuries, elles, se préparent comme s'il y avait des pilotes de présent. Les voitures sont apprêtées pour les traditionnels essais matinaux, et ce alors même que le seul pélo présent, c'est Jochen Mass, qui a manqué tout le schmilblick de Niki, Didier et les autres. Finalement, le GPDA obtient un gain de cause un peu plus de 24 heures après le début de la grève, et les pilotes prendront donc part aux essais et au reste du week-end. Enfin, c'est ce que dit Pironi, parce que Balestre et Ecclestone, eux, disent eux aussi avoir eu gain de cause. Ce qui est sûr, c'est que l'article 1 tel qu'il a été écrit à l'origine a été modifié pour ne pas engager les pilotes 3 ans avec la même écurie. Bon, en vrai, ce filou de Didier a un peu menti devant les journalistes. Les pilotes concernés par la grève, donc tout le monde sauf Jochen Mass et Théo Fabi, qui est celui qui a craqué à la dernière minute, ont en fait tous écopé de 2 courses de suspension avec sursis et une amende de 10 000 $. Toutefois, la FIA finira par lui donner raison quelques semaines plus tard. La suspension est réduite à une course, qui de toute façon est absorbée par l'annulation du Grand Prix d'Argentine de cette année-là, tandis que l'amende est réduite à 5 000 $. La raison ? La FIA reproche à la FISA d'avoir voulu punir les pilotes pour avoir refusé de les laisser s'exprimer au sujet de quelque chose qui les concernait directement. Comme quoi, quelqu'un là-bas avait encore un peu de bon sens. Les constructeurs affiliés à la FOCA sont obligés de se plier quand même, mais pas sans qu'Ecclestone fasse une dernière filouterie. En effet, méga rageux d'avoir perdu son combat contre un blondinet et ses 30 comparses, il enfile sa casquette de pilote de Brabham et décide, purement et simplement, d'exclure Nelson Piquet pour motifs médicaux. Bien sûr, c'est du pipeau, Piquet va très bien, mais il défend que son pilote a dû passer une sale nuit. Que nenni pour les pilotes, Villeneuve prend les devants et mobilise ses collègues pour reprendre la grève si Piquet est exclu du Grand Prix, et il va jusqu'à conduire le Brésilien au centre médical du circuit par lui-même pour avoir une preuve noir sur blanc que, oui, il est plus qu'apte à concourir. Après, c'est la F1 de l'ère turbo, vous pouviez faire la course avec un léger trauma crânien et de fortes douleurs aux côtes tant que vous preniez juste quelques médicaments. Autant vous dire que c'était un coup de poker. Finalement, Piquet pourra bien concourir, et le week-end reprend son cours habituel avec les essais libres, puis la séance qualificative du vendredi. Ironiquement, pour un début de week-end aussi rocambolesque, la course elle-même n'est pas si intéressante que ça à vous raconter. Elle l'aurait été si vous et moi avions vécu en 1982 et que c'était notre traditionnelle découverte des nouvelles voitures, des rookies de la saison, des résultats des transferts. Mais force est de constater, c'est quand même vachement moins intéressant à raconter qu'une grève des pilotes suivie d'une pyjama party. Mais bon, ça serait bizarre de ne pas vous donner quelques résultats, donc permettez-moi de vous faire un très bref résumé de ces derniers. La pole position est décrochée par René Arnoux, ce qui confirme la puissance de la Renault Turbo une année de plus. Qui plus est, le meilleur tour est décroché par son coéquipier Alain Prost, donc cette voiture est vraiment diablement efficace. La course est d'ailleurs finalement remportée par Prost. Oui, je sais, ce n'est peut-être pas le nom que vous attendiez à entendre, mais qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? C'est vraiment une bonne voiture, la Renault, à Kyalami. Le reste du podium est composé de Carlos Reutemann pour Williams, et enfin Arnoux. Le reste des points sont remportés par Niki Lauda, Keke Rosberg et John Watson. Fait amusant, ce GP sera la dernière fois qu'une course de Formule 1 sera disputée un mois de janvier, puisque le Grand Prix d'Afrique du Sud est en danger permanent de disparition au calendrier. Vous savez, l'apartheid, tout ça. Et que le reste de la saison est de toute façon concentré entre mars et octobre. Et si seulement ça n'avait pas été la seule dernière de cette histoire de grève. On est aujourd'hui plus de 40 ans après la plus grande soirée pyjama de l'histoire de la Formule 1. Depuis, la FOCA a disparu, Ecclestone a pris sa retraite et Pironi est mort en 1987. Mais les combats entre organismes régulateurs et pilotes, eux, n'ont pas pris fin à Kyalami, loin de là. Le GPDA a été dissous dans les années 80 puis recréé sous le même nom après les morts de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna au Grand Prix de Saint-Marin 1994, et depuis, il a réussi à rallier tous les pilotes à sa cause. Vous imaginez bien que le président du GPDA n'est plus Pironi, ni même Lauda, et qu'il doit donc s'agir de quelqu'un d'autre. Eh bien sachez qu'il y en fait deux. Un président effectif et un président qui doit obligatoirement être un pilote en activité. Le premier est actuellement Alexander Wurz, pilote autrichien des années 90.
Le second, qui reprend en quelque sorte le poste de Pironi, a été un temps Sebastian Vettel, mais depuis la retraite de ce dernier en 2022, le titre est revenu au pilote britannique George Russell. Le choix peut sembler un peu surprenant, vu que Russell n'est arrivé en F1 qu'en 2019, mais il a bien eu l'unanimité des votes des pilotes en 2022 pour remplacer Papa Seb. Si on ne sait pas exactement ce qu'il se trame au réunion pilote, de ce que l'on en sait, il prend très au sérieux ce poste, ayant notamment signalé des soucis de pénalité ou d'amende absurde, et ce sans hésiter. Récemment, un de ses faits d'armes a été de poser la question d'où allait l'argent des très grosses amendes que les pilotes payent en cas de pépin sur piste, et surtout, le souci d'équité, parce que les pilotes les moins bien payés prennent forcément très cher quand ça leur arrive. Le problème, c'est que le GPDA comme lui ne sont que très peu écoutés par les organismes compétents. La FIA, elle, est actuellement dirigée par Mohamed Ben Sulayem. Et putain que ce mec s'est fait des ennemis, parce qu'absolument personne ne lui fait confiance sur les grilles. Si vous avez entendu des déclarations désastreuses de la FIA ces derniers mois, c'est grâce à Ben Sulayem et sa très bonne idée de prendre les pilotes pour des cons. Ainsi, la fin 2024 a vu le scandale du Swirlgate, où Max Verstappen s'est vu donner des travaux d'intérêt général pour avoir qualifié sa voiture de merdique dans la conférence de presse qui a suivi le Grand Prix de Singapour. Je vous jure que c'est vrai. C'est un peu le festival à la saucisse à la FIA ces derniers temps. Les changements en régulation en 2025 impliquent quand même de taxer les pilotes des sommes faramineuses s'ils jurent à la radio ou en conférence de presse. Et ce qu'ils soient dans un top team en Formule 1 ou en Formule 4 ancienne Yougoslavie. Et propose même de couper les communications des radios des pilotes en cas d'injure. Pire encore, maintenant, si vous n'êtes pas poli, surtout avec la FIA, vous pouvez possiblement écoper de pénalités au championnat du monde. Parce que oui, maintenant les amendes ne seraient plus que monétaires, elles seraient aussi en points au championnat. Je vous laisse imaginer le ridicule si jamais on a une compétition serrée pour le titre cette année. Et quoi de mieux pour se faire entendre que de se déclarer manquant? À l'époque, les pilotes avaient été menacés d'être remplacés par 32 rookies s'ils ne se rendaient pas à la police des super licences. Et ça a fini par marcher. Le souci, c'est qu'il faut que les 20 pilotes actuels, ainsi que leurs réservistes, restent ligués et que leur chef de file ne se laisse pas intimider par des décideurs décidément déconnectés. Bref, je pense que George Russell devrait se laisser posséder par l'esprit Didier Pironi à Melbourne cette année. Juste pour voir ce que ça donnerait une grève en 2025, et aussi que les négociations se passent comme en 82, parce qu'elles avaient été vachement rapides quand même. Et puis franchement, si Russell peut rire au nez de Ben Sulayem s'enfoncer tout seul comme Pironi l'a fait quand Balestre le traitait de clown sur une chaîne publique française en 82, je pense que la Formule 1 ne s'en porterait que mieux. Je ne peux pas vous laisser sans répondre à la promesse que je vous ai faite. Et je vais donc vous montrer mes photos favorites de la grève des pilotes et vous donner quelques bribes de contexte. Ou au moins vous dire qui y figure. Ce sera un peu plus fidèle à la réalité. Ces photos, je les ai toutes dans un dossier sur mon ordinateur appelé « Pourquoi tu devrais regarder la F1 ?» Je l'ai créé l'an dernier pour montrer des photos à ma pote qui n'a jamais eu ne serait-ce que l'idée de se taper un Grand Prix de Formule 1, mais comme elle s'est prêtée à l'exercice, le dossier n'a eu de cesse de grandir. Il est en fait toute époque confondue, mais j'ai un petit paquet de photos de spécifiquement Kyalami 82 que je ne peux pas m'empêcher de vous montrer. Ou remontrer, pour certaines. Allez, vous reprendrez bien un peu de rire. On va commencer par une des plus connues, que je vous ai déjà montré plus tôt. Si ce n'est pas le plan le plus mémorable de la grève, c'est en fait un des plus importants, puisque c'est Pironi montrant aux journalistes présents sur place la pétition signée par tous les pilotes, affirmant leurs revendications et donc leur intention de partir en grève. Je ne sais pas pourquoi il tire une tête pareille, mais s'il y a bien un truc que je n'arriverai jamais à comprendre chez Didier Pironi, c'est comment les traits de son visage fonctionnaient. Donc je ne suis pas à mon coup d'essai là-dessus non plus. Ensuite, on a une photo que j'aime tellement que je l'ai déjà envoyée à mes amis, mais aussi vite fait redessinée avec des personnages de Captain Tsubasa, et c'est celle-ci. À gauche, l'indémodable Gilles Villeneuve dans un booty short qui n'a que les tenues de joueuse de beach volley à envier. À droite, Niki Lauda dans sa tenue certifiée Genzo Wakabayashi. Non, sérieusement, cette photo est un résumé des fringues des personnages des premières adaptations de Captain Tsubasa, c'est assez fou. Perso, mon truc favori de cette photo, c'est la tête de Gilles, qui me fixe d'un air de daron déçu alors que c'est lui qui porte un micro-short moulant sa mère rouge pétant. Regarde-toi un peu dans un miroir, Gilles. On a aussi pas mal d'autres photos du bord de la piscine, qu'on pourrait très facilement dénommer
Photos de vacances de ton oncle qui n'ont a priori rien à foutre sur un site appelé Motorsport Images. J'ai décidé de vous la laisser parce que je ne sais même pas quoi ajouter sur une photo pareille. J'aurais pu vous dire que c'était mon oncle en vacances, que ça aurait été pareil. Mais je vous jure qu'elle vient bien d'un site pour les photos de voitures qui vont vite. Ça, je vous jure. Et pour continuer dans les photos de camping, on a celle des activités autres que de se prélasser au bord de la piscine. Comme celle-ci. Sur cette photo, vous avez Alain Prost faisant ce qui semble être un échauffement ou un exercice de gym dont je ne connais pas la nature exacte. Pensez à faire comme Alain et pratiquer une activité physique régulière. Du même calibre, on a notre banger signé le professeur, mais cette fois, il a de la compagnie. Cette fois, vous avez tonton Alain, accompagné, à sa gauche, de Jacques Lafitte, futur commentateur TF1. Ils viennent de taper, ou sont en train de taper, un petit tennis. Ils semblent même taper un bon petit double, vu qu'ils sont du même côté du terrain et semblent heureux comme des pinsons. Pas sûr que j'aurais vu le match, vu que les seules fois où j'arrive à me farcir du tennis, c'est quand ils sont en fauteuil, mais je ne doute pas qu'il était absolument épique et digne des meilleures finales de Roland Garros. Pensez à faire comme Jacques et Alain et pratiquer une activité physique régulière. Dans un autre registre, voici une autre photo, moins connue, de la soirée pyjama. Celle-là, elle est spéciale France, parce que vous avez la 4 des pilotes français de la grille 82. Il manque juste Alain Prost dessus. De gauche à droite, on a Jean-Pierre Jarier, René Arnoux, le type dont je parle depuis tout à l'heure, et enfin, Jacques Lafitte le retour. En fond, on a un pilote que je ne reconnais pas, je dois bien vous l'avouer. Cette photo est celle qui communique le plus l'ambiance soirée pyjama de toute la collecte. Probablement parce que je dois avoir des photos de soirée de mes années collège qui ressemblent un peu à ça. Quasi persuadé d'ailleurs que je peux isoler la tronche d'un mec qui s'appelle Didier et balancer ça dans une conf de groupe et personne ne grillerait que c'est un homme. Je devrais essayer, tiens. La conf Messenger du taf manque un peu de piquant. Autre photo très connue, cette fois-ci, Niki Lauda à la porte de la salle où tout le monde vivait sa meilleure life, empêchant journalistes et autres perturbateurs de grève de rentrer. Perso, c'est moi quand il y a les témoins de Jéhovah à la porte. Le regard totalement blasé Niki me donne l'impression que c'était pas la première fois qu'il en envoyait chier. Et enfin, mon absolue favorite. Rien ne va sur cette photo. On a Niki qui regarde ailleurs, visiblement en conversation avec quelqu'un hors champ. On a un vieux dont j'ignore l'identité, qui semble parler à quelqu'un lui aussi, mais alors à qui? Aucune idée. On a René qui a l'air de se demander quelle connerie il va pouvoir dire après, ou alors il a bu une margarita un peu chargée. Et enfin, on a le boss final des photos de la grève de 82. Gilles Villeneuve, il grande Gilles, l'idole du Québec, en train de me faire un gros doigt d'honneur comme je ne m'en suis jamais mangé un. C'est un tout, c'est le regard plein un peu désabusé, c'est le rictus, c'est la chemisette ouverte qui révèle un petit collier. C'est ce putain d'énorme majeur qui me tabasse. Y a rien qui va. Gilles, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me regardes comme ça? C'est le flash? C'est ça? C'est pas ma faute si t'es en grève, hein? Enfin, bref, c'est un peu la meilleure photo de l'histoire de la Formule 1. Celle-là et cette photo de Gerhard Berger, vraiment choc-barre de baiser.